Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Prost, je suis associé du cabinet Gide en charge du commerce international. Et avec Anna Diaz, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire sur un sujet de grande actualité, les conditions de concurrence pour l'entreprise européenne en Europe et dans le monde. Alors, avant de donner la parole à Gabriel Grésillon, qui est un correspondant des Échos à Bruxelles, je voudrais juste rappeler 2-3 points techniques pour ce webinaire. Je crois que vous êtes de plus en plus habitués à ce genre de communication. D'abord, que vous êtes, vous, sur écoute seul. Deuxièmement, qu'il y a la possibilité pour vous de poser des questions écrites, si vous le souhaitez, dans un onglet sur la droite de votre écran, et que nous essaierons d'y répondre lors de ce webinaire dans la mesure du possible. Et sinon, nous nous engageons avec Anna à vous répondre par écrit à la suite de ce webinaire. Je passe tout de suite la parole à Gabriel Grésillon. Bonjour à tous, merci Olivier. Eh bien, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire, effectivement, comme on dit, sur les conditions de concurrence pour les entreprises européennes. C'est effectivement un sujet brûlant, et j'ai envie de dire qu'il est brûlant à double titre. D'une part parce que le contexte international est en train d'évoluer à toute vitesse, et puis d'autre part parce que l'Europe elle-même est en train de changer. Je ne sais pas si c'est à toute vitesse, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent qui sont très intéressantes en Europe. Alors, sur le plan international, je crois que chacun sait que la question commerciale a beaucoup évolué, ne serait-ce que parce que les États-Unis ont un président désormais qui est très offensif, pour ne pas dire agressif, sur ce sujet. On est tous au courant de la confrontation commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais en réalité, la confrontation, elle a lieu aussi avec l'Europe, quoique de manière un tout petit peu plus feutrée. Mais en tout cas, on a des États-Unis qui sont effectivement très, très combatifs sur ce sujet désormais. On a aussi une prise de conscience mondiale de ce qu'est la Chine et peut-être de la menace, ou en tout cas du défi qu'elle représente pour nos économies, et ça change la donne. Et puis, il y a aussi l'évolution des opinions publiques, puisqu'on le sait, en Europe, mais pas seulement, il y a eu des manifestations monstres contre le projet d'accord TTIP avec les États-Unis. On sait à quel point le CETA, l'accord avec le Canada, a été compliqué. Dernier exemple en date, le Parlement néerlandais vient de s'opposer à l'accord avec le Mercosur. Donc, et derrière tout ça, il y a des opinions publiques qui sont de plus en plus remontées. Et puis, pour ajouter au contexte international, il y a l'OMC, dont on sait qu'elle est à l'agonie, notamment du fait de ce qu'on sont en train de faire les États-Unis. Donc, il y a un contexte international qui est vraiment troublé. Et puis, au même moment, il y a une Europe, et c'est pour cette raison même, qui est en train aussi de faire un petit peu changer son logiciel. Là, je peux juste évoquer mon expérience personnelle. J'étais correspondant des Échos en Chine de 2010 à 2015, et je me lamentais à peu près toutes les semaines du manque de réalisme de l'Europe face à la Chine. Je voyais défiler les présidents ou les chefs de gouvernement européens qui jouaient tous solo et qui faisaient preuve, je pense qu'on peut le dire, d'une immense naïveté dans leurs relations bilatérales avec la Chine. Et je dois dire que depuis que je suis à Bruxelles, c'est-à-dire depuis 2015, les choses sont vraiment en train de changer. Le rapport à la Chine a changé. Elle est devenue d'ailleurs un rival systémique dans le vocabulaire de la Commission européenne, mais ce n'est pas juste un changement de vocabulaire. Il y a des choses qui ont été votées. Il y a une évolution qui est indéniable. Et qu'on va essayer de regarder de plus près. Et puis j'ajoute sur ce panorama mondial que la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, elle accentue aussi cette réflexion. Certains disent que la mondialisation est fautive, même si ça peut se débattre. En tout cas, elle accentue chez nous l'incitation à la relocalisation de certaines productions. Donc on peut dire que la mondialisation est un petit peu en train de faire son examen de conscience. Et on est ravis d'avoir constitué ce panel aujourd'hui parce que
il est très vaste et il va nous permettre de balayer de nombreux enjeux autour de ces questions. Olivier Prost et Anna Diaz, qui sont associés du cabinet GIDE, vont pouvoir nous expliquer un petit peu dans le détail des questions notamment juridiques. Nous avons aussi Hubert Védrine, qu'on ne présente pas, ancien ministre des Affaires étrangères. C'est une voix qui porte énormément en France et dans le monde. Nous avons Marie-Pierre Védrenne, qui est députée européenne, vice-présidente de la commission INTA au Parlement européen. La commission INTA, c'est celle qui s'occupe justement du commerce international. Et puis Anthony Gardner, qui est ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne. Donc c'est un panel très large et qui va nous permettre d'essayer de répondre à deux questions que j'ai envie de résumer en disant pourquoi et comment, c'est-à-dire pourquoi vivons-nous ce que nous vivons, pourquoi cette évolution de la mondialisation, qu'est-ce qui est en train de se passer, et puis d'autre part, comment l'Europe peut se positionner dans cette évolution, et de manière peut-être plus concrète encore, comment les entreprises européennes, à leur niveau, peuvent mobiliser les outils à leur disposition, pour ne pas être un peu les dindons de la farce, si j'ose dire, et pour se protéger des distorsions et de la concurrence déloyale. Alors, sans plus tarder, parce que je ne veux pas être trop long, je vais tout de suite donner la parole à Hubert Védrine pour qu'il remette en perspective ce qui se passe actuellement et peut-être nous donne des clés de compréhension au plan politique et doctrinal. Voilà, merci beaucoup. C'est à vous, Hubert Védrine. Merci. Vous m'entendez bien? Très bien. Bon, le son est bon? D'accord. Bon, alors, je vais en effet tenter de remettre en perspective. D'abord, je suis d'accord avec la présentation de M. Grésillon, globalement, et je développerai assez rapidement 5 points. Je reviendrai à l'origine, parce qu'il y a un paradoxe. Quand le concept européen commence à se développer après la guerre, je rappelle d'ailleurs que les gens ont complètement oublié les événements qui vont de 1945 jusqu'au traité de Rome, un peu la CECA. Et c'est une période qui est très révélatrice en réalité de l'état d'esprit des Européens en matière géopolitique. Après, je parlerai de la distinction entre géopolitique et l'approche économique et commerciale. Mais après la guerre, les Européens sont abasourdis, affaiblis, frappés à la fois par ce qui a été la guerre et par la prise de conscience du fait qu'ils sont écrabouillés en réalité. Ils dépendent complètement des États-Unis. Heureusement que les États-Unis, naturellement, ont gagné. Ils dépendent des États-Unis. Ce sont les Européens, après la guerre, qui supplient les États-Unis d'accepter une alliance avec un article 5 contraignant, ce qui est complètement contradictoire avec la politique américaine depuis George Washington, de vous mêler jamais des conflits entre Européens. Il n'y a pas de vrai isolationnisme américain, ce n'est pas praticable, sauf par rapport à l'Europe. Ça a été démenti qu'en 1917 et après Pearl Harbor, à cause ou grâce aux Japonais. Donc après la guerre, les Européens, en gros, se disent la puissance, c'est terminé. C'est terminé. Donc une sorte de rejet absolu, presque mental, conceptuel, de l'idée de puissance. Et les Européens doivent simplement être protégés. Et d'ailleurs, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais fondamentalement, en matière stratégique, ça n'a pas changé, en fait. Quoi qu'on raconte en France. On peut faire 500 colloques pour dire le contraire, mais ça ne change pas dans la tête des Européens. Alors, donc, il y a cette demande de protection. Et rappelez-vous que ce qu'on appelle les pères fondateurs, à mon avis, les pères fondateurs, c'est plutôt Staline et Truman, compte tenu de ce que ça entraînait. Mais les pères fondateurs, les saints de vitrail, genre Monet, ce sont des atlantistes absolus. Ils n'imaginent pas une seconde que l'Europe doive se penser comme une future puissance. Dans le meilleur des cas, ce sera une entité économique, ce qui va devenir le marché commun. Alors donc sur le plan géopolitique, il y a l'intériorisation de l'idée même de puissance, d'impuissance, et donc de demande de protection. Il n'y a que 2 pays qui gardent une culture de rapport de force, une culture stratégique ou militaire, mais c'est pour des raisons coloniales à l'origine. La Grande-Bretagne et la France. Après, ça évoluera un peu en autre chose. La seule exception à ça, et c'est pour ça que c'est paradoxal, c'est que comme le projet européen est un projet commercial, en fait, un rapport avec une Europe puissance, l'aspect commercial, il y a quand même dès le début, pas le début 45, mais le début 57, le traité de Rome, c'est un marché commun, en fait. Le concept de marché commun qui est mis en avant après que la manœuvre du Pentagone consistant à faire avaler aux Français le réarmement allemand en déguisant ça du nom de CED,
C'est ça la vérité historique. Donc, comme ça ne marche pas, donc on relance le marché commun. Et quand même là, dès le début, il y a l'idée d'union commerciale. Donc il y a quelque chose qui est fort depuis le début. Donc c'est l'exception qui corrige le résumé rapide que j'ai fait sur l'aspect mental des Européens d'après la guerre, c'est qu'ils disaient, bon, on n'est pas une puissance, on ne va pas redevenir une puissance, tout ça c'est horrible, ça se termine mal, mais quand même, en matière commerciale, on est un marché commun et on fait une union douanière. Et là, c'est le point de départ, quelque chose qui va ensuite cheminer assez positivement. J'en parlais récemment avec Olivier Prost, qui me rappelait quand même qu'il y a le premier engagement, le premier moment où l'Europe se dote d'instruments, c'est des instruments anti-dumping contre les États-Unis. Et là, donc, il y a une sorte de logique qui pourrait conduire à ce que l'Europe soit consciente de la violence de la bataille commerciale, économique, etc. C'est un cheminement et ça apparaît donc en 1968. Et pas tellement longtemps après 68, c'est 10 ans après le traité de Rome. Donc il y a une évolution qui aurait pu conduire à une situation autre que celle que l'on a connue les dernières années et que M. Grésillon rappelait en parlant de la naïveté par rapport à la Chine, ça aurait pu conduire à un renforcement progressif, régulier, au moins des instruments commerciaux, et c'est déjà pas mal. Plus du comportement économique, plus la technologie, et peut-être, ça aurait pu déborder mentalement sur des questions stratégiques et que les Européens se résignent à ce moment-là à l'idée de redevenir ou de devenir une puissance, ce qui les épouvante en général. Ils ont une trouille absolue de ça, ils cherchent à échapper par tous les moyens. C'est d'ailleurs à propos de cette réticence permanente que j'avais employée il y a très très longtemps, et la formule consistant à dire qu'il ne faudrait pas que l'Europe devienne l'idiot du village global. Quand tout le monde était excité par la théorie de McLuhan, c'est le village global. Sur l'Europe doit devenir l'idiot du village global. Et j'ai une autre formule, parce que quand on fait beaucoup de conférences, il faut avoir des formules de ce type. Je disais que les Européens modernes sont des bisounours dans un monde qui est Jurassic Park. Donc ça ne va pas. Sauf s'il y avait 7 milliards de bisounours, on s'arrangerait entre nous. Bon. Donc ce qui me frappe, c'est que l'exception à cette intériorisation du refus de la puissance en tant que telle, l'exception économique et commerciale, n'a pas connu le développement que l'on pouvait attendre, parce qu'il y a eu un moment, j'aime pas caricaturer le mot libéral, parce que libéralisme, c'est un mot formidable. Libéralisme, liberté, enfin, philosophiquement, c'est très bien. Mais il y a un moment qu'on pourrait caricaturer par la notion d'ultralibéralisme, où l'Europe considère qu'il faut vraiment jouer le jeu de la mondialisation, mais sans aucune réserve. Il n'y a même pas, c'est frappant, on l'a vu dans l'affaire de la crise, la différence avec l'Allemagne. L'Allemagne a très bien tiré parti de la mondialisation, même s'il fait l'essentiel de son excédent sur ses partenaires de la zone euro. C'est pour ça qu'elle ne peut pas laisser s'écrouler complètement les économies des autres. Mais l'Allemagne n'a jamais désindustrialisé. C'était vraiment spectaculaire à propos de la dimension biomédicale, mais c'est vrai dans d'autres domaines. Là, il y a eu un phénomène particulier en France, pas qu'en France, parce que Peter Mandelson est peut-être le symbole de cette théorie, en disant on joue à fond la mondialisation, la moindre réticence, le moindre désir d'encadrer un peu, de réguler un peu, de ralentir un peu, est considéré comme une résurgence immonde de l'abominable protectionnisme. Il faut vous rappeler de cette période très binaire, très schématique, très idéologique. Et il y a donc là je ne sais pas si on sera d'accord sur les dates, il y a une quinzaine d'années, disons, de refus de penser en termes de rapport de force. Alors là, il y a plein d'éléments. Il y a l'idéologie mondialiste. Et dans l'histoire de la mondialisation contemporaine, mais il y en a d'autres avant, c'est quand même une idéologie. Il y a les mondialisateurs et les mondialisés. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et dans l'idéologie des mondialisateurs, la dimension économique va répondre à tout. C'était l'idéologie OMC à un moment donné. Moi aussi, je regrette le blocage de la destruction de l'OMC par Trump, naturellement, mais il n'empêche que pendant longtemps, l'idéologie OMC, c'était que tous les problèmes mondiaux, il n'y a pas de problème historique, il n'y a pas de problème identitaire, quelle horreur, ça n'existe pas, il n'y a pas de problème culturel, il n'y a pas de problème de peuple, ça veut rien dire. Tout ça va être complètement dépassé et rendu caduc par le développement qui sera tiré par un commerce international
qui se développe 2 ou 3 fois plus vite que l'augmentation du PIB. Alors, il y a du vrai, un peu de vrai dans tout ça, mais là, on parle d'exagération, on parle de caricature. En tout cas, ça donne une période suffisamment longue pour avoir laissé des traces dans les esprits. Et c'est là où ce que je disais au début, où l'approche commerciale et économique par rapport à cette mentalité européenne a été bloquée dans son développement. Et ce n'est que maintenant, parce qu'on voit vraiment les inconvénients d'une mondialisation totalement débridée, et qu'on découvre simplement maintenant l'émergence de la Chine, alors que tous ceux qui ont plaidé, qui ont organisé aux États-Unis et en Europe l'entrée de la Chine dans l'OMC, savaient bien qu'à l'époque, la Chine ne remplissait pas vraiment les conditions, qu'elle violait par avance beaucoup de critères de l'OMC. Et rappelez-vous de l'idéologie de l'époque. C'est tellement puissant qu'en modernisant la Chine économiquement, ça va la moderniser démocratiquement. Les Européens ont complètement oublié qu'ils ne se sont pas développés grâce à la démocratie, en fait, historiquement. Enfin, c'est un autre débat, mais ils ont retourné le raisonnement longtemps après, et ils ont pensé que ça allait amener, enfin, vous voyez bien, il y a énormément de déclarations à propos de la Chine, y compris des républicains ou des démocrates américains qui disent on a vraiment cru que ça allait les moderniser à notre façon. Ce n'était pas le cas de Kissinger. Hein. Quand Kissinger a inventé, il y a eu le coup de génie. Il y a eu 2 génies dans l'affaire, il y a Deng Xiaoping et Kissinger. Quand Kissinger a inventé sa politique pour briser l'alliance entre l'URSS et la Chine, je ne crois pas qu'il ait jamais dit que ça allait rendre la Chine comparable à l'Occident en termes de valeur. Enfin, ce n'était pas son sujet. De toute façon. Mais après, tous ceux qui ont endossé la politique kissingerienne et le pacte Chine-États-Unis ou Chine-Occident pour que la Chine devienne l'atelier du monde, l'usine du monde, maintenant le laboratoire du monde, ils ont vraiment cru que ça allait rendre la Chine comme nous. Bon. Alors, c'est pour ça que ces gens ont été sidérés. Après Deng, il y a eu 2 successeurs qui ont suivi la même ligne. Et rappelez-vous que Deng Xiaoping disait il faut avancer doucement, sans provocation. C'est comme pour traverser une rivière, on saute d'une pierre à l'autre et on garde un profil bas. Mais on oublie qu'il disait aussi nous devons attendre notre heure. Nous devons attendre notre heure. Quand Xi Jinping arrive, il dit l'heure est venue. Voilà. Notre heure est venue. Mais l'Occident va mettre encore plusieurs années avant de réaliser qu'est-ce que c'est que ce phénomène qu'est la Chine. Quand c'était des petits dragons asiatiques qui se développaient en Asie du Sud-Est, on trouvait ça formidable. Très bien, bravo la Corée, bravo Taïwan, bravo Singapour, très bien. Quand cette espèce de mastodonte chinois qui se développe, l'Occident est comme sidéré par rapport à ça. Et alors maintenant, plus personne peut rester aveugle. Alors, ce n'est pas tellement le début de Xi Jinping, mais c'est après, en 2 ou 3 ans, et puis les routes de la soie, qui sont l'équivalent de la route des Indes pour l'Empire britannique, puissance 100. Bon. Donc, on est devant ça. Et malheureusement, on est obligé de dire que c'est Trump, qui est vraiment un personnage répugnant à bien des aspects. La façon dont il exploite, c'est d'attiser les émeutes pour les exploiter électoralement, etc., il est effrayant. Mais sur le plan géopolitique, c'est lui qui a dit, compte tenu de la demande de son électorat, toutes les classes populaires et une partie des classes moyennes qui pensent avoir été les dindons de la farce dans l'affaire de la mondialisation et qui ont décroché, Trump, d'où le Brexit, d'où l'AfD en Allemagne, etc. Bon, ça n'a rien à voir avec les années 30, mais c'est un phénomène puissant. Et c'est quand même cet horrible Trump qui a dit maintenant ça suffit. Donc on va essayer de rapatrier les jobs. Et puis la Chine abuse. Donc on est entré dans une guerre froide. Il faut espérer qu'elle restera froide. C'est totalement sûr. On ne peut pas complètement exclure qu'à un moment donné, il y ait, notamment autour de Taïwan ou dans les mers de Chine un jour, un bateau chinois coulé par un bateau américain ou l'inverse. Il ne faut pas le souhaiter, naturellement, et ils sont capables d'essayer de penser des mécanismes pour l'éviter. Mais enfin, concernant les 10 années à venir, on ne peut pas complètement écarter ça. Ce qui fait que ça va, à mon avis, dominer les relations internationales pour longtemps, même si le bilan de la Chine sur le Covid n'est pas si bien que ça, même si la situation est ce que l'on voit aux États-Unis, les États-Unis restent les numéros 1, avec une puissance colossale, financière, technologique, etc., plus
la politique éhontée de sanctions, en fait, tout ça, puissance géante militairement, et la Chine est toujours un vice et veut toujours devenir numéro un. Donc je ne crois pas que la pandémie, qui est comme un scanner révélatrice de plein de choses, je ne crois pas qu'elle redistribue le rapport de force vrai, en tout cas au sommet. Et donc ça nous renvoie à la question qui est centrale par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, et l'Europe dans tout ça. Alors, heureusement, M. Grégion rappelait les évolutions au sein dans la tête des dirigeants européens ces dernières années. Oui, c'est vrai, il y a un début de commencement. L'idée qu'il faut quand même que l'Europe ne soit pas totalement niaise par rapport à ça. Ne croit pas que son soft power va suffire. Ne croit pas que ces merveilleuses valeurs universelles vont tout régler et qu'on va organiser un monde qui soit bon pour les Européens uniquement à coup de normes, de critères, de ceci, cela. Il y a un début d'évolution. Je suis d'accord avec vous, M. Grézion, mais je trouve que c'est assez faible encore. Sauf que peut-être maintenant, avec le démarrage de Mme von der Leyen, c'est assez encourageant. L'évolution, un petit peu, de M. Hogan, de Mme Vestager, un petit peu. Quoi. Bon, il y a quand même un début de commencement d'évolution. Donc, je trouve que la question est très intéressante. La réunion organisée par Olivier Prost vient à un très bon moment, parce que le risque vrai pour les Européens, c'est d'être écartelés, en fait. Parce que si l'évolution qu'on relève les uns et les autres, et vous, madame, au sein du Parlement européen aussi, bien sûr, si cette évolution est trop lente, si on n'arrive pas à cristalliser une certaine unité de vue chez les Européens, une unité de manœuvre, ça ne va pas aller assez vite et les Européens vont se trouver écartelés. Regardez l'aéronautique, par exemple. Hein, ils ne peuvent pas se priver des composants américains, mais ils ne peuvent pas perdre le marché chinois. Comment ils vont faire? Donc, il y a plein d'exemples comme ça, vous les connaissez tous. Donc, il faudrait vraiment que ça aille vite. Or, en matière européenne, vous savez qu'il y a le 17+1, c'est quand même phénoménal, cette espèce de réunion. Il y a 17 pays d'Europe, 17 pays d'Europe plus la Chine. Alors, c'est très bien d'avoir des relations intelligentes, équilibrées avec la Chine, bilatérales, mais qu'il y ait un sous-groupe là-dedans organisé par les Chinois et que les 17 aient trouvé ça normal et que l'Union européenne ne soit pas assez forte pour dire c'est pas possible, il faut choisir. Vous êtes dedans ou vous n'êtes pas dedans. Et moi, j'ai même entendu l'ambassadeur de Chine à Paris, très intéressant, parce qu'il est sur la ligne, vous savez, c'est les loups diplomates, là. C'est la nouvelle génération, il est sur la ligne Xi Jinping, vraiment. Et donc, dans un colloque, il disait, mais je ne comprends pas que les Européens, il parle un français parfait, le gars, je ne comprends pas que les Européens s'inquiètent de ce que nous faisons avec certains d'entre eux, le 17, parce que, bon, vous, les Européens, vous êtes dans une situation difficile, on n'est plus tellement d'argent en réalité, en tout cas pas assez d'argent pour aider tous ces pays qui ont des besoins. Nous arrivons et on va aider ces pays. C'est votre intérêt en fait. Ça va bénéficier à toute l'Europe. Et donc vous ne devriez pas vous inquiéter. On dirait un discours de ministre français ou belge ou anglais des colonies, hein, il y a quelques dizaines d'années, enfin 100 ans. Voilà. Donc je viens à la même conclusion. Je pense que heureusement qu'on est sorti de la longue période d'inhibition européenne sur ces questions. Je trouve que ça ne va pas assez vite, c'est pas assez ferme encore. Ça va nous obliger à faire des choix extrêmement pénibles, notamment en matière technologique. Mais il faut qu'on se prépare à cette obligation de choix. Ça n'empêche pas d'être malin et réel politicien. Il y a des domaines où on va quand même se mettre d'accord avec la Chine, voire même contre les États-Unis ou l'inverse, mais ça ne peut pas être la réponse globale. Ça. La réponse globale devrait être que les Européens ne devraient pas avoir à choisir entre les deux. Ils devraient avoir leur propre position. Mais ça veut dire que, pour revenir au sujet de prix d'élection d'Olivier Prost, ça veut dire que la prise de conscience aille loin dans la tête des décideurs européens au niveau européen, mais des décideurs nationaux et des entreprises. Parce que si les entreprises se bornent à dire oui, on a compris, on a joué avec le feu, c'est dangereux, mais heureusement la Commission va s'occuper de tout, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait une réaction des dirigeants, des élus, de l'ensemble des décideurs en Europe, mais de chaque entreprise qui doit quand même aujourd'hui intégrer dans sa décision d'implantation ou de négociation beaucoup d'autres éléments que ce qui a été fait depuis 20 ou 30 ans, c'est-à-dire l'opportunité d'aller s'installer
en Asie parce que les salaires chinois étaient à zéro. Bon, c'est une opportunité qui ne tenait aucun compte des conséquences sociales dans les pays d'origine, naturellement aucun compte des coûts écologiques totalement externalisés et aucun compte des conséquences géopolitiques que cela entraînait. Voilà. Il faut, je suis pas complètement pessimiste parce que je pense qu'en effet il y a pas mal de signes très intéressants, mais il faut transformer ce cocktail en ces petits signes annonciateurs, hein, ces petites hirondelles. Il faut le transformer en une vraie politique commerciale européenne qui ne soit pas agressive. Hein. Il ne s'agit pas de faire du Trump, mais qui redonne à tous les Européens une façon d'exister dans le système. Voilà mes réflexions pour commencer. Merci beaucoup. Alors, ça va permettre une transition parfaite parce que moi, j'ai l'habitude d'expliquer aux gens qui ne suivent pas l'Union européenne qu'il faut composer avec sa lenteur et que ça peut avoir un côté exaspérant, mais qu'en réalité, c'est ainsi qu'elle fonctionne et qu'elle a toujours fonctionné. Mais là où je vous rejoins complètement, c'est que, à mon sens, on est dans une période où la question qui se pose, c'est cette lenteur inhérente au mécanisme européen est-elle une menace pour sa survie, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment de l'histoire où il nous faut à tout prix une réaction beaucoup plus rapide, musclée, collective? Et donc, c'est le bon moment pour passer le micro à Marie-Pierre de Drenne, parce que vous êtes dans la machine européenne. Est-ce qu'on peut monter le son? Le son arrive assez faible chez moi. Non? D'accord. Vous m'entendez? Oui, c'est bien pour nous. Bon, ok. Et donc oui, je donnais la parole à Marie-Pierre Vedrenne parce qu'elle est au sein du Parlement européen, au cœur de la machine, entre guillemets. Et donc elle voit ces évolutions et elle va pouvoir nous raconter un petit peu ce qui se passe en Europe et son sentiment sur cette lenteur de la machine européenne. Donc je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous et merci donc à Olivier Prost et au cabinet Gide de cette organisation de ce webinaire. Je suis ravie d'être avec vous et de pouvoir partager effectivement l'expérience qu'il y a au Parlement européen et de réagir au propos de Monsieur le ministre Védrine. Effectivement, il y a des choses qui bougent et je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que voilà, ces signes, ils doivent véritablement maintenant se transformer. Il faut qu'on arrive à avancer. Je vais revenir très rapidement sur ce que vous avez dit aussi, Monsieur Grésillon, Monsieur Védrine. Je suis totalement d'accord avec vous. Nous faisons face, même avant le Covid, à un contexte de tension, d'opposition, d'affrontement. C'est important de le rappeler avec la remise en cause du système multilatéral et de la coopération internationale. Avec Trump, bien sûr, vous avez raison de le souligner, mais c'était déjà le cas avant l'initiation de Trump et je crois qu'il ne faut pas qu'on soit aussi non plus naïf. Et M. Védrine a bien rappelé justement toute cette historique qu'il ne faut pas qu'on perde de vue et il ne faut pas croire non plus que si Trump nous s'en va, tout va bien se passer comme par magie. Ça, il faut aussi qu'on soit très clair sur les constats. Et l'Union européenne, et le Parlement européen, sur ce point-là, soutient la Commission européenne pour défendre le système multilatéral. Mais défendre le système multilatéral, ça veut dire le faire évoluer. Ça ne veut pas dire, oui, on veut que l'OMC fonctionne. Ça veut, il faut faire changer les règles. L'OMC doit définir de nouvelles règles et elle doit veiller surtout à la bonne application des règles. Ça, c'est capital. Et on voit justement qu'avec le blocage de l'organe d'appel, il faut que l'Union européenne réagisse. Elle le fait avec certains alliés, je pense notamment avec le Canada, mais il faut aller plus loin. Et puis, là aussi, je rejoins totalement ce qui a été dit précédemment. Il faut que l'Union européenne ne soit pas le terrain de jeu de l'affrontement sino-américain. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate à l'heure actuelle du fait justement de sa faiblesse et de son manque d'unité. Je partage totalement ce qu'a dit M. Védrine et moi j'essaye justement de mener ce travail-là aussi au sein du Parlement européen. Nous sommes sur ce sujet commercial, mais sur d'autres sujets aussi, tellement désunis que nos partenaires, qui sont bien sur des questions parfois des rivaux, nous continuent de nous désunir et justement, nous n'arrivons pas à avancer sur ces questions. Donc, l'unité européenne en matière commerciale, elle est fondamentale. Il y a eu des exemples positifs, mais il faut qu'on avance beaucoup plus sur cette question-là. Et en fait, de ce contexte international d'affrontement, la Commission européenne s'est lancée dans des conclusions d'accords bilatéraux de libre-échange.
Alors, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que ces conclusions sont devenues un petit peu l'alpha et l'oméga de la politique commerciale de l'Union européenne. Et je pense qu'il faut changer de logique et qu'il faut justement, sur nos instruments de défense commerciale, être beaucoup plus offensifs. Et là aussi, il y a des choses qui avancent. Vous dire que très rapidement aussi qu'au Parlement européen, dans la Commission commerce international, donc ça fait à peine un an que nous sommes élus, 70% de nouveaux. Donc avec aussi cette volonté de faire bouger les lignes. Donc il faut qu'on profite aussi de ces changements pour évoluer. Le premier test, entre guillemets, qui a eu lieu au Parlement européen, c'est la ratification sur l'accord du Vietnam. Et on le voit, il est passé à une large majorité au sein du Parlement européen. Mais vous le rappeliez aussi, Monsieur Grison, on l'a vu hier, la décision aux Pays-Bas d'un Parlement national, pourtant issu d'un pays favorable au libre-échange, de dire non au Mercosur. Et je crois, et moi je plaide pour ça au Parlement européen, à une meilleure association de la politique commerciale, à la fois du Parlement européen, mais à la fois des parlements nationaux. Parce que si la Commission européenne ne travaille pas plus de concert avec les parlements, elle continuera, à mon sens, d'aller dans le mur. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel et c'est ce que je défendais avant le Covid. Et effectivement, vous avez raison de souligner qu'avec le Covid, des choses ont bougé. On entend des mots prononcés notamment par Phil Hogan qu'on n'entendait pas avant. Pourquoi? Parce que bien évidemment, du fait du Covid et du fait des mesures de confinement qui ont été mises en place, l'économie a été mise à l'arrêt. Donc le commerce mondial s'est contracté. Quelques chiffres qui viennent de l'analyste du chef économiste de la Direction générale du commerce de la Commission. On estime une baisse du commerce pour 2020 entre 10 et 16%. Donc, il va forcément avoir un impact considérable pour l'Union européenne. Et pour l'Union européenne à 27, on estime cette baisse entre 9 et 15% pour les exportations et 11 à 14% pour nos importations. Donc, forcément, l'Union européenne se doit de réagir. Et du fait de cette contraction et du fait aussi du constat sans appel qu'on doit dresser, c'est-à-dire la problématique de nos chaînes de valeur. Elles sont beaucoup trop longues, elles sont beaucoup plus complexes et elles ne respectent plus aussi les attentes sociétales sur le volet justement environnemental, social. Il faut qu'on repense cette question-là, il faut qu'on repense, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça a été très bien exposé, notre relation à la Chine. C'est évident qu'il faut que l'Union européenne, là aussi, soit beaucoup plus soudée, ne soit beaucoup moins naïve parce qu'on a effectivement considéré à tort que la Chine allait changer. Non. Il faut véritablement qu'on soit beaucoup plus soudés. Juste une parenthèse, parce qu'il devait y avoir le sommet UE-Chine en Allemagne mi-septembre, qui donc va être reporté. Donc là aussi, il faut entre guillemets profiter de ce timing, je pense, pour que l'Union européenne définisse une route, une stratégie qui soit claire pour arriver aussi en situation de négociation beaucoup plus importante. Il faut qu'on protège nos secteurs stratégiques. Alors, moi, quand j'entends Phil Hogan dans la commission, quand il vient être auditionné dans notre commission au Parlement européen, parler de diversification, parler de réciprocité, c'est positif et je l'accueille très favorablement. Mais je veux véritablement que ça se matérialise par des propositions concrètes pour permettre à l'Union européenne d'être beaucoup plus réactive, parce que je trouve qu'elle manque de réactivité, qu'elle manque d'efficacité, de cohérence et de crédibilité. Alors, concrètement, des étapes qui sont en train de bouger du côté Commission et du côté Parlement européen. Quelque chose de positif sur le filtrage des investissements étrangers. Il y a eu des annonces qui ont été faites par la Commission européenne le 25 mars dernier, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, tous les États membres ne sont pas dotés de tels outils. Et qu'il y a la volonté d'avoir un mécanisme européen de filtrage des investissements étrangers, donc qui doit rentrer en vigueur en octobre prochain. C'est bien, mais il faut qu'on aille là aussi plus vite et plus loin, parce qu'on a à ce stade juste un mécanisme de coordination et d'information. Si là aussi nous ne coopérons pas de manière plus efficace, nous pouvons faire face à des comportements prédateurs de certains États. Donc ça bouge. Mais là aussi, moi, j'attends de la Commission européenne des propositions concrètes et claires. Sur l'accès au marché public, le dossier dit IPI, il est bloqué sur la table du Conseil depuis de nombreuses années. Là, on sent que ça bouge. On nous dit il y a une volonté de la part du Conseil et de la Commission de pousser. Très bien,
Effectivement, on doit exiger davantage de réciprocité dans l'accès et dans le contrôle au marché public. Le choc du Covid nous a démontré vraiment notre dépendance vis-à-vis de la Chine sur des secteurs stratégiques, sur des secteurs clés. Donc, il faut qu'on soit clair sur quels sont ces secteurs stratégiques et comment l'Union européenne évolue et protège et contrôle tous ces éléments. Et puis, un point sur lequel je veux insister, d'autant plus parce que je suis rapporteur au Parlement européen, c'est le dossier enforcement, du fait du blocage justement de l'organe d'appel des règlements des différends. La Commission a proposé une modification de ce règlement. Moi, je salue cette proposition, mais là encore, je trouve qu'elle ne va pas assez loin. Enforcement, c'est-à-dire mise en œuvre. Voilà, exactement, pardon, c'est vrai, c'est le côté technicité et plongée dans les dossiers. Enforcement, c'est ça, c'est vraiment la mise en application sur le respect des règles commerciales. Et donc, dans la proposition de la Commission européenne, pour moi, il y a deux grosses faiblesses. Sur le champ d'application, elle se concentre seulement sur les biens et les marchés publics. Moi, je lui dis, bon, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait des services et des droits de la propriété intellectuelle qui prennent une place de plus en plus prépondérante dans l'économie mondiale? Si on veut être là encore cohérent et efficace, on les inclut dans le champ d'application, on est capable d'imposer justement dire des sanctions, même si on n'aime pas beaucoup ce mot à Bruxelles, le terme sanction, mais il faut qu'on soit cohérent. Et un deuxième axe, justement, quand des États membres, des États partenaires prennent à notre encontre des mesures unilatérales et illégales, c'est donc bien eux qui, en premier lieu, enfreignent les règles. Il faut que l'Union européenne soit en capacité d'imposer ce que j'appelle des mesures provisoires, c'est-à-dire que dès qu'on lance un panel à l'OMC pour régler ce différend, l'Union européenne doit être en capacité de dire, écoutez, chers partenaires, vous ne respectez pas les règles, donc nous, on vous impose des mesures provisoires, des droits de douane, etc., pour vous contraindre à respecter les règles. Si nous ne sommes pas plus offensifs, quelle crédibilité nous avons? Donc, et là, à ma grande surprise, même j'avais déjà échangé avant, bien évidemment, avec tous les rapporteurs des différents groupes politiques, j'ai eu un soutien à la fois du PPE, des sociodémocrates, dans mon propre groupe politique, sur cette ligne-là. Et comme le soulignait très justement Hubert Védrine, ça aurait été peut-être pas le cas il y a quelques années. Et comment vous expliquez cette évolution? Je pense que ce que vous avez dit en introduction sur aussi le contexte international, mais la pression de nos opinions publiques, et je distinguerai la pression, on va dire, de l'opinion publique bruxelloise, c'est-à-dire nos entreprises qui veulent être justement protégées, qui veulent plus d'efficacité de l'Union européenne, et la pression de la société civile sur l'ensemble des États, dans l'ensemble des États membres. On le voit bien. Moi, je le vois aussi très précisément quand je rentre en Bretagne, quand j'échange avec les agriculteurs ou avec même tout type de profession qui me disent mais qu'est-ce que fait l'Union européenne? On ne peut plus conclure des accords de libre-échange. Je donne un exemple concret. La conclusion du Mexique, même s'il y a des choses positives dans cet accord, elle est très, très mal perçue parce que déjà en termes de timing, et on a la sensation, comme le disait Hubert Védrine, je reprends son expression, que l'Union européenne est parfois l'idiot utile, le naïf du village mondial, donc elle doit évoluer. Et là, sur ces questions-là, il y a une demande très forte sur les questions relatives au verdissement de la politique commerciale. On a une demande que nos chaînes de valeur, justement, soient beaucoup plus durables. Je pense que dans l'imaginaire des citoyens, il y a quand on parle d'accord de libre-échange, un peu cette vision de voir sur les bateaux qui traversent l'Atlantique des animaux, etc. Donc, il y a cette incompréhension sur le développement durable, sur nos normes de production, qui explique cette volonté de pousser la Commission européenne dans ses retranchements. Donc, du côté Commission, face à tout ça, moi, je salue les annonces de Phil Hogan. Un premier axe que je trouve important, c'est la nomination et la mise en place d'un Chief Trade Enforcement Officer, c'est-à-dire une unité, un service qui va vraiment veiller à l'application des règles. Ça, c'est positif parce qu'on a un problème aussi relatif, par exemple, aux contrefaçons, notamment les contrefaçons chinoises. Donc là, cette nomination-là, encore faut-il voir les moyens humains et financiers qui vont être octroyés, c'est capital. On s'est battu aussi au niveau du Parlement européen pour que les accords de Paris deviennent ce qu'on appelle une clause essentielle.
Phil Hogan l'a annoncé, donc positif. On a eu une annonce sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. On doit avoir une proposition en 2021. Donc au Parlement européen, on travaille déjà sur les questions de compatibilité, sur les questions d'acceptabilité auprès de nos partenaires. Ça, c'est extrêmement positif, je trouve, comme annonce. Et il faut que ça devienne, comme le soulignait Bernadine, une réalité assez rapidement, parce qu'on ne peut pas être sans cesse dans des annonces, et il faut que l'Union européenne avance. Et puis, parce que peut-être le Brexit a été cité tout à l'heure, et on le voit bien, les négociations qui sont en train d'être menées à l'heure actuelle, donc je pense que c'est important d'en dire un mot, parce que c'est vrai que c'est une logique totalement différente, où d'habitude on négocie avec des partenaires pour davantage de convergence, et là on négocie la première fois avec un pays membre qui quitte l'Union européenne, donc c'est aussi un changement de paradigme auprès des institutions européennes. Moi, je félicite Michel Barnier qui, sur ce sujet, justement, a réussi à préserver l'unité européenne. Donc, il faut que ça soit le cas dans tous les autres sujets. Et on a toujours été très clair, zéro dumping, s'ils veulent zéro quota, zéro droit de douane, zéro dumping, qu'il soit social, fiscal et environnemental. Donc, le Parlement européen est dans cette ligne-là. Mais il faut qu'on continue, je pense, véritablement de pousser la Commission européenne sur ses positions, parce que si on veut justement faire en sorte de démontrer que l'Union européenne est utile, qu'elle est efficace, si nous n'arrivons pas à le démontrer, effectivement, nous verrons aussi de plus en plus des problématiques au sein de l'Union européenne qui émergeront, et on aura de plus en plus aussi des Viktor Orban ou qui arriveront au pouvoir en Europe, et je ne crois pas que ce soit la solution ni pour nos entreprises ni pour les citoyens européens. Merci Marie-Pierre Vedrenne. Alors, je vois que l'heure tourne, donc je serai très bref. Je vais donner la parole à Anthony Gardner pour qu'il nous donne une perspective extérieure et américaine en l'occurrence, et peut-être qu'il nous explique un petit peu, nous aide à faire la part des choses dans ce qui est en train de se passer aux États-Unis entre ce qui peut relever du conjoncturel, à savoir le phénomène Donald Trump et son caractère excessif dans les questions commerciales, et puis ce qui est plus structurel, c'est-à-dire comment peut-on s'attendre à voir évoluer les États-Unis sur la question commerciale, et faut-il qu'on se résolve, comme le disait Hubert Védrine, à ne jamais choisir entre les États-Unis et la Chine, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'une forme de convergence transatlantique va être à nouveau possible à l'avenir? Oui, merci Gabriel. Tout d'abord, je voudrais remercier le CABI et Olivier Prost, ami de très longue date, de m'avoir invité au webinaire. Je suis d'accord, qui est récemment rédigé par le CABI, où on constate, et je cite, que l'OMC a continué à avancer sur la base de règles adaptées. Une des énormes fautes commises par cette administration Trump est de ne pas coopérer avec l'Union européenne, ni sur la réforme de l'OMC, ni sur une négociation de libre-échange transatlantique, ni sur les négociations plurilatérales de libre-commerce, et renforcer nos valeurs partagées en différents domaines, protection de l'environnement, droit de travail, et droit intellectuel. Si on n'agit pas ensemble, les doivent leurs règles. Donc, je voudrais donner un avis personnel sur la manière dont l'administration Biden pourrait traiter les problèmes commerciaux, inclus le défi chinois. Bien que je travaille avec la campagne Biden, je parle à titre strictement personnel. Donc, je souhaite évoquer 5 points. Le premier point, c'est qu'une administration Biden agirait dans le cadre du système multilatéral basé sur le respect des règles. Cela signifie la levée du veto sur les nominations de juges à l'organisation de l'OMC. Cela signifie aussi que la menace d'imposer des droits de douane sur l'importation de voitures, aluminium, acier, justifiée par pour des fausses raisons de sécurité nationale, serait supprimée contre nos alliés. Ce n'est pas surprenant, d'autres pays comme l'Arabie Saoudite et aussi la Russie
ont également évoqué des exemptions de sécurité nationale lorsque cela leur convenait. Une approche unilatérale menace de détruire le système commercial mondial. Les voix qui se sont exprimées aux États-Unis à faveur d'une éventuelle sortie des États-Unis de l'OMC ne comprennent pas l'absurdité d'une telle idée, en particulier la perte de toutes les protections dans l'accord TRIPS qui accorde aux entreprises américaines des protections importantes. Deuxième point, une administration Biden s'impliquerait dans plusieurs négociations commerciales plurilatérales. Je pense qu'elle souhaiterait faire entrer les États-Unis dans l'accord de partenariat transpacifique. Lorsque les États-Unis se sont retirés, les 11 autres États signataires ont procédé, mais l'accord est modifié pour supprimer les dispositions sur la propriété intellectuelle, dispositions très importantes pour nos exportateurs, nos entreprises. L'absence des États-Unis du processus de libéralisation du commerce a eu des conséquences, à mon avis, néfastes pour nous. L'Union européenne a signé des accords d'échange avec le Japon, avec le Vietnam, avec le Singapour. En conséquence, l'accès des exportateurs américains au marché asiatique est moins favorable que celui des exportateurs de l'Union. L'administration Trump s'est éloignée des négociations transatlantiques et comme conséquence, alors que le Canada et l'Union ont signé leur accord, l'accès des exportateurs américains au marché communautaire est moins favorable que celui des exportateurs du Canada. Je pense que les États-Unis souhaiteraient également relancer les négociations et travailler en étroite collaboration avec l'Union européenne sur le commerce, les services, le TISA, et sur les biens environnementaux, l'Environmental Goods Agreement. Troisièmement, une administration Biden chercherait à relancer des négociations de partenariat transatlantique, mais il ne s'agit pas de revenir à l'agenda de TTIP et prétendre que rien n'a changé au cours des 3 dernières années, parce que c'était beaucoup trop ambitieux à l'époque. Il est encore plus évident à l'heure actuelle qu'il faut négocier un accord moins ambitieux. Si Biden gagne, nous aurons une courte fenêtre d'opportunité d'agir ensemble. On pourrait envisager l'élimination, par exemple, de tous les contrôles tarifaires sur le commerce des produits industriels. Un tel accord serait économiquement important et, je crois, faisable politiquement. Dans le cas du TTIP, on a déjà convenu d'éliminer 7% de toutes les lignes tarifaires, avec celles relatives aux articles agricoles sensibles. Un tel accord serait, je pense, approuvé par les États membres de l'Union et par le Parlement européen. Il serait sans doute difficile de convaincre certains membres du Congrès de conclure un accord qui n'inclut pas l'agriculture. Donc, par conséquent, il sera également très important qu'on progresse ensemble immédiatement sur les dispositions sanitaires et phytosanitaires qui entravent le commerce. Et puis, il y a le contentieux Boeing-Airbus, et à mon avis, il faut immédiatement que ce soit pour régler ce différend, parce que les seuls gagnants sont les avocats et les Chinois, qui continuent à préparer un troisième concurrent au niveau global. Quatrièmement, je pense qu'une administration Biden souhaiterait coopérer avec l'Union européenne pour réformer l'OMC et faire pression sur la Chine pour qu'elle modifie certaines de ses pratiques commerciales déloyales. Bizarrement, l'administration va chercher à engager l'Union européenne sur ces questions. La raison est que certains membres de l'administration Trump, dont probablement le président lui-même, ne croient pas que l'OMC puisse être réformé. Ils pensent que les États-Unis peuvent obtenir de meilleurs résultats dans le commerce mondial en négociant bilatéralement chacune des contreparties. Mais c'est faux. Cette administration ne pense pas que l'Union européenne puisse aider à forcer la Chine à changer son comportement. Je pense que c'est une grave erreur. Si Biden gagne, les États-Unis et l'Union européenne devraient travailler plus ensemble afin de maximiser leur influence. Le papier de la Commission européenne, le White Paper sur la réforme de l'OMC, contient des idées spécifiques et très bonnes. Je crois qu'il y a certaines idées entre elles qui sont praticables dans l'immédiat. Par exemple,
l'organe d'appel ignore les délais obligatoires pour statuer sur les recours, avec le résultat que le pays perdant émerge quand même gagnant parce que les dommages sont irrécupérables. L'organe d'appel décide souvent des questions qui ne sont pas nécessaires à la résolution du différend. Il traite les interprétations intérieures comme un précédent contraignant. Et il y a d'autres objections où je crois il y a une vision de l'Union et des États-Unis comme agissant ensemble, l'Union européenne et les États-Unis pourraient réformer ces règles et aussi forcer un changement des règles de l'OMC liées par exemple aux subventions et le rôle des entreprises contrôlées par la... Dernier point, une administration serait comme Trump avec la Chine. La Chine est un de partisans des États-Unis. Cela reflète les opinions exprimées au public. Un récent rapport du Pew Research Center révèle que les 2/3 des Américains ont maintenant une opinion négative sur la Chine, ont seulement 7 ans en 2010. Donc la question n'est pas si on devrait faire face au défi chinois, mais plutôt comment il passe. Il y a des mesures que chaque côté de l'Atlantique pourrait continuer à mettre en vigueur, un filtrage d'investissement, surtout chinois, dans les stratégies, des mesures plus strictes à l'égard d'exportation de technologies sensibles, surtout vers la Chine, des règles de concurrence qui prennent plus en considération le contexte global, chose qui maintenant se répète au niveau communautaire, des mesures qui ferment nos marchés publics, concurrents du pays qui garde le marché public fermé. C'est un point qui a déjà été évoqué par Marie-Pierre. Surtout, il faut agir ensemble d'une manière. J'aimerais terminer avec une constatation. L'Union européenne se sous-estime. Elle est une puissance dans certains domaines, surtout grâce au pouvoir de son marché et grâce à sa capacité de faire exporter ses règles, le Brussels Effect, comme on dit. Avec cette nouvelle commission géostratégique, peut-être elle va faire bon usage de cette puissance. Merci. Merci beaucoup, Anthony Gardner, et merci pour cette remarque finale qui a fait hocher beaucoup de têtes, parce que je crois qu'on est tous d'accord sur cette idée que l'Union européenne se sous-estime et qu'elle a besoin de s'assumer en tant que cette puissance. Je vais donner la parole désormais à Olivier Prost, qui est dans la machine bruxelloise depuis quelque temps et qui, du coup, a vu de près des dossiers de concurrence et des questions commerciales et qui a traité cela avec des entreprises et qui va pouvoir nous raconter un petit peu aussi de l'intérieur, mais vu du monde des entreprises, donc dans une logique peut-être moins macro, ce qui est à l'œuvre, l'évolution en cours et comment les choses peuvent évoluer dans un avenir proche. Oui, merci Gabriel. Vous m'entendez? Oui. Je dirais 3 points, je ferai 3 points en fait. Le premier, c'est que pour moi, après 30 ans passés à Bruxelles, je pense que l'Europe a perdu du temps. En 2007, le président Sarkozy voulait qu'on s'attaque à l'absence de réciprocité dans les marchés publics. 13 ans après, on en discute encore. Alors, même si Marie-Pierre Vedrenne nous a donné de l'espoir sur ce sujet spécifique, je pense que l'Europe ne peut plus se payer le luxe d'attendre dans le domaine de la politique commerciale. Aujourd'hui, les entreprises, on parlait avec Anna, les entreprises européennes sont face à des concurrents étrangers qui, avec des fonds publics colossaux, montent des usines à partir de rien, qui deviennent des leaders mondiaux en 2-3 ans. Il y a donc un besoin en Europe de rééquilibrage face à une culture ultralibérale qui a dominé le paysage ces 15 dernières années. Et tout ça, ce n'est pas pour bloquer, ce n'est pas pour faire du protectionnisme, comme certains voudraient nous le faire croire. C'est pour agir et réagir face à des asymétries commerciales.
Alors, ces asymétries existent avec la Chine, bien évidemment, mais demain avec d'autres pays. Ces asymétries, ce sont des marchés à l'export, trop souvent fermés, ou dont l'accès est truffé de discrimination entre nationaux et étrangers. Face à un marché européen, lui, qui dans la plupart des cas est largement ouvert. Et les asymétries, ce sont aussi des pratiques déloyales de certains pays tiers, toujours plus imaginatives et toujours plus problématiques pour les industries européennes. Donc, mon deuxième point, c'est de dire que l'Europe, les choses changent, et c'est tant mieux, mais il faut aller plus vite et plus fort. C'est clair que l'Europe est en mouvement, pas pour déglobaliser, mais pour discipliner la mondialisation. Anna dira comment nous le ressentons au quotidien. Mais moi, après ces années passées à Bruxelles, j'ai parfois du mal à voir le sens de l'urgence dans la politique commerciale. Et j'ai plus souvent croisé un train de sénateurs qu'autre chose. Là où les défis sont immenses, le filtrage des investissements, la situation actuelle, surtout après la crise, ne nous oblige-t-elle pas à passer à la vitesse supérieure après l'excellente adoption du mécanisme sur le filtrage des investissements de l'autre mandat? Pourquoi attendre avant d'avoir une autorisation européenne des investissements, à l'instar du CFIUS américain, au lieu de 27 autorisations nationales potentiellement incohérentes? Surtout qu'il faut réagir à une stratégie d'État, de capitalisme d'État, qui a la vision très claire sur 5 ans. Donc, là encore, c'est de la naïveté. Sur les aides d'État étrangères dans le marché intérieur, beaucoup de mouvements là depuis 2 jours. La commissaire Vestager a annoncé qu'elle se penche sur le problème de ces aides. C'est effectivement un trou dans l'arsenal législatif européen. Ces aides, qui sont destinées à des prises de participation en Europe, des achats d'entreprises, des fusions, échappent à tout contrôle. Ce ne sont pas des aides fournies par les États membres, par conséquent les règles d'État européennes sont inapplicables, et puis ce n'est pas du commerce des marchandises, donc les règles sur les subventions ne sont pas applicables non plus. Et donc, fallait-il vraiment attendre 2020 avant de s'en occuper? Alors, la Commission, encore une fois, accède au tempo manifestement. Elle a publié il y a 2 jours, je crois que c'était même hier ou avant-hier, des propositions d'études d'impact pour l'instant, de consultation. Il va falloir que les entreprises y aillent, et je vais y revenir très vite, et fassent leurs propositions. Mais il ne faudra pas que ce soit une usine à gaz, parce qu'il va falloir vraiment voir quel est l'intérêt et le fonctionnement de ce nouvel outil. Mais bon, c'est vraiment un progrès, mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz et surtout très vite. Le Chief Trade Enforcement Officer, alors, j'aime beaucoup en parler en anglais, parce que je vais voir comment le service de traduction européen, qui est juste là, le fait, et il traduit ça par chef de l'application des législations commerciales. Ça fait beaucoup moins peur. Et là, je dirais qu'il faut bien sûr applaudir dès demain. On va le nommer dans quelques jours. Je ne sais pas si ce sera une femme ou un homme, mais il faut qu'il ait des ressources. Il faut qu'il ait du pouvoir pour imposer ses vues et transcender les silos de la Commission. Sinon, il sera quoi? Il y a des rapports, comme on a fait des rapports sur l'accès au marché qui ne servaient pas à grand-chose, en tout cas qui n'étaient pas suffisamment effectifs. Et son rôle sera particulièrement attendu dans le Green Deal, parce que le Green Deal, pour un certain nombre de secteurs et d'initiatives, ça va vouloir dire des conséquences lisibles et effectives aux frontières. Enfin, je voudrais mentionner la sécurité publique. Est-ce que l'Europe ne devrait pas s'emparer aussi de ce sujet pour des situations de dépendance excessive? Et là, je voudrais que, quand je préparais ce webinaire, j'étais un petit peu regardé la jurisprudence. Eh bien, dès 1984, la Cour de justice a reconnu qu'un approvisionnement minimal dépassait des considérations de nature purement économique et pouvait donc constituer un objectif couvert par la notion de sécurité publique. Dans un cas OMC récent entre la Russie et l'Ukraine, il a aussi été dit que le recours à la sécurité publique n'était pas sans contrôle. Donc, là encore, pourquoi risquer un train de retard? Je ne dis pas que cet intérêt public conduise à des mesures protectionnistes.
mais il y aura des sujets précis, importants, de dépendance excessive, où il faudra peut-être avoir quelque chose là-dessus, peut-être en termes de dissuasion, mais à mon avis, c'est important parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas ça au niveau européen, seuls les États membres peuvent le faire de manière incohérente et chacun son côté. Le troisième point que je voulais faire, et c'est mon dernier, c'est que pour aller plus vite et plus fort dans le renouveau de la politique commerciale, les entreprises doivent être à la manœuvre. La politique commerciale de l'Europe ressemble encore trop souvent à une construction politique. La moindre décision, même bien faite en droit ou en fait, est soumise à un marchandage politique. Elle devrait fonctionner comme une construction juridique et pour ça, je crois vraiment, basé sur notre expérience, que les entreprises non seulement doivent connaître, mais maîtriser les instruments à leur disposition et convaincre la Commission en lui proposant d'interprétations juridiques innovantes, protégeant au mieux leurs intérêts. Et c'est comme ça que la Commission sera progressivement amenée à infléchir ses positions. Et là-dessus, je veux revenir sur les aides d'État, les aides étrangères marché intérieur. Vous aurez vu que le 2 juin, la Commission a lancé ses consultations. Il y a 2 délais pour les entreprises, le 30 juin et le 8 septembre. Le 30 juin, la Commission veut d'abord recevoir les premières idées des entreprises européennes sur son projet, ses idées de contrôler les aides d'État étrangères marché intérieur. Et puis pour le 8 septembre, elle veut recevoir des inputs sur une vraie consultation pour essayer d'aboutir à une proposition législative fin de l'année, début de l'année, je ne sais pas encore quand. Très important de ne pas louper ces 2 délais, d'autant qu'elle va se placer en même temps que la consultation plus générale que le commissaire Hogan apparemment lance aussi, ou va lancer dans quelques jours, sur un renouveau de la politique commerciale, anticiper une révision qui aurait dû avoir lieu après. Ça, c'est un point. Et deuxième point, c'est que dans le même temps, je ne suis pas celui qui va critiquer la Commission, je travaille tous les jours avec elle et elle est confrontée tous les jours dans tous ces dossiers aux 27 États membres et à la nécessité de dégager une majorité. Il est donc plus que jamais urgent que les entreprises se mobilisent pour convaincre les États qu'aujourd'hui, la question n'est plus d'être libérale ou protectionniste, elle est simplement d'agir pour garantir des conditions de concurrence effectivement équitables en Europe et dans le monde. Qui peut être contre cela? Voilà, et je terminerai, parce que ça a été, Marie-Pierre Védrenne, je crois, connaît bien cette université. Jacques Delors a été mon parrain dans un DEA. Et en janvier 1995, il déclarait devant le Parlement européen, justement, « Le printemps de l'Europe est toujours devant nous ». J'aime beaucoup ça. Le printemps de l'Europe est toujours devant nous. Comment ne pas être d'accord, mais à condition que l'Europe fonctionne avec des règles et une culture du présent et non pas du passé. Voilà, je vous remercie, Gabriel, à toi. Merci beaucoup, Olivier. Je crois qu'on est très intéressé par cette idée aussi que les entreprises désormais doivent se mobiliser, doivent être à la manœuvre. Je pense que c'est d'ailleurs un petit peu, si on se souvient par exemple de ce qui s'est passé en Allemagne dans l'évolution de la relation avec la Chine, eh bien c'est le BDI, c'est-à-dire le MEDEF allemand, donc les entreprises allemandes qui, les premières, ont publié un rapport qui représentait un vrai changement de doctrine. Et donc c'est vrai que les entreprises peuvent être celles qui font bouger les lignes et les mentalités. Je vais donc donner la parole à Anna Diaz, qui précisément va nous parler un petit peu de la position des entreprises dans ces sujets, les obstacles qu'elles rencontrent, peut-être aussi les raisons d'espérer, la boîte à outils dont elles disposent pour faire un peu bouger les lignes. Merci Gabriel. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Oui, merci. Nous avons entendu au cours de ces webinaires nombre de commentaires qui montrent ce qui fonctionne déjà bien en Europe et sur ce qui ne fonctionne pas encore suffisamment bien au sein de la Commission européenne. Et c'est pour protéger ces industries
d'une part, et je parlerai de ces deux côtés de l'histoire, du préjudice qui est causé par les pratiques déloyales des concurrents étrangers sur le territoire européen, mais aussi d'autre part de ce qu'il faut pour protéger l'industrie européenne des obstacles au commerce qu'elle rencontre dans les marchés à l'export. Et les différentes interventions d'aujourd'hui, justement, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a un mouvement de fond qui opère tout de même et que ces mouvements, il aboutit à des premiers résultats qui sont très encourageants pour les entreprises. Il y a cette reconnaissance dès que le monde il a changé énormément depuis la création des règles de l'OMC en 1995 et qu'on a besoin non seulement de nouvelles règles, comme a indiqué Marie-Pierre Védrenne, mais on a besoin aussi d'une interprétation différente des règles dont on dispose déjà aujourd'hui. Et c'est pour ça que les choses ne sont pas encore parfaites, mais on voit cette bonne évolution dans la bonne direction les dernières années. Donc, là où je voudrais me concentrer aujourd'hui, c'est sur ces règles dont on dispose déjà aujourd'hui. On peut beaucoup faire déjà pour les sociétés, du moment où on garde à l'esprit qu'il nous faut une interprétation, parfois innovante, de ces règles. Et la première illustration qui nous semble très intéressante, c'est sur le règlement sur les obstacles au commerce. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet instrument, il s'agit d'un règlement européen qui permet aux entreprises européennes de se plaindre des obstacles au commerce qui sont maintenus par les pays tiers. L'idée de ces règlements est que sans aller jusqu'à une procédure OMC qui peut être très compliquée, très longue et très politique, l'idée ici est de mettre suffisamment de pression sur un pays tiers pour trouver une solution constructive avec l'Union européenne pour éliminer cet obstacle qui entrave l'accès de son industrie, cette solution qui est moins contentieuse que ce qui serait à l'OMC et beaucoup plus rapide. Donc, c'est un instrument qui a un énorme potentiel pour améliorer l'accès des entreprises au marché tiers, en soulevant les inégalités que ces pays ont imposées d'une manière ou autre, plus ou moins volontairement, normalement très volontairement, et de soulever ces problèmes et les régler en disant, voilà, vous êtes en violation aux règles internationales auxquelles vous avez souscrit. Il peut s'agir de vraiment plusieurs domaines, des mesures fiscales discriminatoires, des règlements techniques protectionnistes, etc., etc. Mais comme je disais tout à l'heure, tout n'est pas parfait. Et là, je viens avec l'illustration d'où on voit encore le besoin de changement qui a commencé, mais qu'il faut continuer. C'est qu'on voit que malgré cet énorme potentiel de cet instrument, il y a très peu de plaintes dans les passés récents qui ont été ouvertes sur cet instrument. Et pourquoi? Il y a sûrement plusieurs raisons, mais je me concentre aujourd'hui sur une qu'on a très rapidement identifiée, c'est la priorité que la Commission elle a donnée les dernières années aux négociations et non pas à la mise en œuvre des accords. Nous avons eu l'occasion de tester cet instrument récemment avec différentes plaintes qu'on a réussi à loger avec la Commission européenne, mais à chaque fois, au début des discussions, on retrouve une commission qui nous dit mais écoutez, on a une négociation bilatérale en cours avec ces pays, écoutez, on va avoir un sommet, on va avoir le comité TBT à l'OMC, on va trouver une solution. Donc, il y a une commission qui, on peut comprendre du côté commission, que veut dire la négociation, elle marche bien. De l'autre côté, on a insisté chaque fois pour dire non, je suis désolée, mais notre industrie ne peut plus atteindre les négociations qui prennent parfois 5, 10, 15 ans. Et en montrant la violation très claire, on met, nous aussi, la pression auprès de la Commission européenne. Ils sont, d'une manière ou autre, obligés d'initier la plainte si les éléments sont là. Si l'industrie, c'est là la part de l'industrie, si l'industrie vient nous fournir suffisamment d'éléments pour qu'on puisse construire une plainte assez forte pour montrer ces violations, la difficulté qu'elle a à cet accès au marché tiers, et on arrive à avoir une plainte. Un exemple très concret et parlant de l'utilité et du potentiel de cet instrument, je peux en parler puisqu'il est public, on peut trouver les documents sur Internet. C'est une plainte qu'on a préparée, on a assisté l'industrie européenne de producteurs de papier contre un système d'importation, de licenciement à l'importation très discriminatoire qui a été imposé par la Turquie. Ce système, il était là depuis de nombreuses années, il concerne plusieurs secteurs. On a rencontré cette commission très réticente au départ, on a réussi à loger la plainte, l'enquête a été menée et en moins de 6 mois, la Turquie avait retiré ces systèmes de licence
discriminatoire concernant cette industrie des papiers. Pas pour les autres industries, mais on avait réglé en 6 mois un problème qui existait vraiment depuis de nombreuses années. Donc, c'est un potentiel qui est énorme. Et on peut voir que, et là, c'est un avis personnel et qu'Olivier partage avec moi aussi, on peut voir qu'au vu de cette priorité que la Commission donne à la négociation, il n'y a même pas une pub très importante au sein de la Commission de l'instrument. Quand on regarde les sites Internet de la DG Commerce, on trouve très rapidement tout ce qui est défense commerciale, très bien. Mais pour trouver cet instrument, il faut vraiment le connaître. On voit dans la partie Enforcing International Trade Rules, il y a un onglet, et là, quand on rentre, on voit un rapport de quels sont les problèmes, de nos problèmes d'accès au marché, mais on ne les trouve pas. On trouve un paragraphe dans les rapports annuels tous les ans qui dit il y a cet instrument qui existe. Mais comment on l'utilise, par qui, de quelle manière, on ne voit pas ça. Donc ça montre qu'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas cette intention des pubs de cet instrument avec cet énorme potentiel pour favoriser la négociation, mais du moment où les industries se préparent, ils viennent avec une plante, la Commission l'accepte, et l'accepte de mieux en mieux, et on arrive à avoir des beaux résultats, et on a d'autres plantes comme celle-là en cours actuellement aussi. Un dernier point sur ces règlements spécifiquement, c'est que même s'il a cet énorme potentiel, il est encore très loin de la section 301 américaine. La section 301 américaine, c'est un règlement américain, comme vous le savez sûrement, qui permet aux États-Unis d'imposer des mesures unilatérales à chaque fois qu'il vérifie qu'il a une violation par l'un de ses partenaires économique dans un autre pays, du moment où cette violation n'est pas couverte par un accord OMC. Donc, il y a cette petite restriction, mais qui laisse une place énorme pour une action unilatérale quand on voit une violation internationale. En Europe, on n'est pas encore là. Le règlement, il a le potentiel d'être amendé pour y arriver et on ne peut qu'attendre qu'on arrive à ce stade un jour puisque l'industrie européenne en a besoin. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore là et ça fait partie des évolutions très attendues. Maintenant, je reviens avec juste un exemple de l'autre côté concernant les pratiques déloyales que les entreprises européennes subissent en Europe. On a les plaintes anti-dumping, anti-subvention, et il y a une belle évolution aussi dans ce type de plaintes des dernières années et une volonté de la Commission d'aller plus loin. Un exemple, on atteint vraiment juste la conclusion, le dossier pour le prochain jour. Et un dossier, c'est le premier dossier sur lequel la Commission vient sur les subventions transnationales. Qu'est-ce que sont les subventions transnationales? Normalement, dans un cas anti-subvention, la Commission, elle vient, et je prends l'exemple de la Chine, puisque c'est le cas. La Chine, elle accorde des aides d'État à ces industries chinoises pour qu'elles produisent un produit chinois qui ensuite va être exporté vers l'Europe et on peut venir en Europe porter plainte pour dire c'est une concurrence déloyale. Là, la situation, elle a évolué aussi. La Chine, maintenant, elle accorde une subvention non seulement à ces industries chinoises en Chine, mais elle vient financer ces industries ailleurs. Et l'exemple de ces cas, c'est un cas en cours. Il concerne l'Égypte et c'est tous les soutiens que la Chine est venue en Égypte pour son industrie. Il y a un site industriel, un parc industriel qui a été créé grâce à la subvention chinoise et les produits qui finalement n'est pas un produit chinois, mais un produit d'origine égyptienne et ensuite exporté en Europe, posant un préjudice énorme à l'industrie européenne. Jusqu'à présent, on ne pouvait rien faire contre ce type de situation, ce qui est absolument absurde. Et il y a eu cette évolution de la part de la Commission de se dire oui, effectivement, on doit essayer de faire quelque chose là-dessus. Et ces cas, il y a un cours, il y a un autre cas aussi qui est en cours avec les mêmes types de problématiques dont nous, on s'occupe, mais qui n'est pas aussi avancé juste dans les timings comme les cas égyptiens, et qui montre cette volonté de la Commission de considérer ces problèmes des subventions transnationales. On attend la décision avec impatience, et on espère, on ne peut que espérer que ce soit une décision très forte contre ce type de subventions parce que autrement, ça passerait un signal qui est extrêmement négatif à l'industrie. Mais on est tous très optimistes. Il y a déjà des informations comme quoi la Commission, elle va venir très fortement contre ce type de subventions.
Et donc, juste pour conclure, on a eu cette impression que pendant des années, tous ces types d'instruments étaient un peu mis sur les tapis, non seulement par l'industrie, la Commission européenne, à l'OMC aussi. Dans les rapports de l'OMC, on voit à chaque fois, il y a presque un ranking des pays qui vient avec moins d'écarts trade defense par an. On fait des éloges des pays qui ne font pas des mesures qui parfois peuvent être considérées comme protectionnistes. Mais ici, on ne parle pas de protectionnisme. Donc, il y a ces changements de logiciels qui s'opèrent un peu trop doucement, à notre sens, mais qui s'accélèrent. Et pour montrer que ces types d'instruments, il ne faut pas les mettre sur les tapis, il faut les utiliser. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est tout simplement la neutralisation de certaines pratiques déloyales qui nous font beaucoup, beaucoup de mal et dont on a de plus en plus besoin. Voilà, merci Gabriel. Merci à vous et puis merci pour cette intervention qui se termine sur une note d'espoir, puisque vous nous expliquez que on a des outils et qu'il faut tout simplement les utiliser. Je vois que l'heure tourne, elle tourne beaucoup plus que prévu. Il est prévu qu'on prenne des questions de nos spectateurs. Peut-être avant d'en venir à ces questions, je voulais évoquer avec vous tous ou avec ceux d'entre vous qui veulent s'exprimer, en tout cas, la question de l'OMC qui traverse une crise aiguë et peut-être demander d'abord à Olivier de nous résumer, mais vraiment très succinctement, en quoi consiste cette crise. Et puis après, écoutez, vous entendre les uns les autres sur ce qu'elle vous inspire et quel est votre pronostic sur où va, comme on l'appelle dans les journaux, le gendarme du commerce mondial. Olivier, je vous donne la parole. Oui, très vite, peut-être un petit flashback. L'OMC et son système de règlement des différends, qui a toujours été considéré comme la clé de tout, effectivement, prend l'eau, on peut dire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les États-Unis ont considéré depuis un certain temps que les règles de l'OMC, les règles de fond, n'étaient plus adaptées pour régler les problèmes du commerce actuel. Et ce n'est pas quelque chose qui date de Trump, c'est quelque chose que l'administration américaine, de manière récurrente, a utilisé et a critiqué donc, depuis de nombreuses années. Ce qui a été fait est brutal. On a coupé carrément les vivres, si on le peut dire, de l'organe d'appel, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a un OMC qui marche sur trois pattes en termes de contrôle judiciaire. L'Europe est en train d'essayer de le sauver d'une certaine manière avec un système d'arbitrage, l'équivalent de l'organe d'appel. Et l'Europe, de ce côté, essaye de faire en sorte que la mise en œuvre des règles de cet arbitrage, les conséquences soient les plus fortes possibles pour l'Union européenne. Voilà la situation résumée. Alors, lequel d'entre vous peut-être Adrien, allez-y. Je pense que d'abord, ce qui est frappant, c'est qu'on est tous d'accord en fait, tous ces sujets. Donc, il faudrait réfléchir où sont les oppositions et les résistances. C'est ce qu'on dit tous. Et ma remarque, c'est sur l'OMC. Il y a simplement deux hypothèses. Si Trump est réélu, l'OMC c'est un mort-vivant. On peut peut-être le congeler. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut rétablir des pratiques collectives multilatéralistes sans être trop idéaliste sans les États-Unis? Est-ce que c'est possible? Sinon, on est dans l'hypothèse évoquée par M. Gardner et avec l'administration Biden, ça change tout. C'est vraiment très clivé, c'est très clair. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la première hypothèse? Vous pensez qu'on ne peut rien faire? Peut-être Gabriel, mais peut-être Marie-Pierre Vedren voulait réagir là-dessus. Moi, je suis convaincue que l'Union européenne se doit d'agir et d'être force de proposition pour défendre le système multilatéral, pour défendre l'organisation mondiale. Mais comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on voit mal dans le contexte actuel comment l'organisation mondiale peut véritablement faire une bascule et être efficace. Mais pour autant, la coopération internationale, elle est capitale si on veut justement définir des règles ambitieuses et des règles communes.
Parce que si nous, seuls et avec quelques partenaires, nous définissions des règles, ce ne sera pas suffisant. Et par contre, il faut susciter l'adhésion de certains partenaires. Et peut-être, alors je sais que j'avais interrogé Pascal Lamy sur cette question, sur ce point du fait aussi de son expérience à l'OMC. Si on peut avoir des systèmes un petit peu OMC régionalisés, continentaux, ou avec une supra-coordination, mais il ne faut pas non plus, et du coup, c'était bien démontré par les exemples concrets. Il ne faut pas créer des usines à gaz, quoi. Il nous faut de l'efficacité, il nous faut de l'agilité. Donc, ça sera très compliqué de réinventer l'OMC, d'autant plus que là, maintenant, on est à la recherche aussi d'un nouveau directeur général, parce que M. Azevedo vient d'annoncer sa démission. Donc, je pense que voilà, il va falloir aussi un directeur général qui soit capable de mettre tout le monde autour de la table dans un contexte de tension et d'affrontement. Donc, je souhaite bien du courage à cette future personne. J'ai lu quelque part que Hogan était candidat. Olivier, allez-y, après on aura une question pour Marie-Pierre Lebrun. Olivier, allez-y. Pardon, juste, parfois je me pose aussi la question de l'architecture. Est-ce que l'OMC, c'est du judiciaire et que c'est un organisme qui crée les règles et qui doit être censé les adapter régulièrement? Est-ce qu'on est encore capable, à 164 États, peut-être 180 demain, de faire ça? Est-ce qu'il vaut mieux pas que les règles de fond soient faites entre des gens de confiance, dans des accords bilatéraux, dans des accords régionaux, et que finalement on ait une cour multilatérale du commerce, sorte de cour de cassation qui assure la cohérence de l'ensemble? Bon, voilà. Je pense que pour l'instant, le mieux serait effectivement de sauver le système, mais si ça ne va pas dans ce sens-là, on va peut-être réfléchir à, comme on a une cour multilatérale, ou on aura une cour multilatérale de l'investissement, avoir une cour multilatérale du commerce qui gère les problèmes, la cohérence de l'ensemble. Alors, je vais redonner la parole à Marie-Pierre Lebrun parce qu'on a reçu une question qui s'adresse à vous et qui est en lien direct avec la question de l'OMC. Donc, je vais vous la lire telle qu'elle. Au sujet des mesures provisoires que vous avez évoquées plus tôt, l'Europe qui pourrait prendre des mesures unilatérales, ne craignez-vous pas que ces mesures de la part de l'UE, donc de l'Union européenne, qui apparaît pourtant soutien de l'organe de règlement des différends de l'OMC, ne craignez-vous pas que ces mesures ne condamnent ce système en finissant ce que l'administration américaine a débuté? Voilà. Est-ce qu'on ne va pas obtenir le contraire de ce qu'on recherche en faisant ce que vous préconisez? C'est un des arguments qui est pointé par un de mes collègues que je trouve justement un petit peu trop sur la défensive. Moi, je pense que, et c'est ce que j'ai dit aussi dans mon intervention dans la commission commerce internationale, se doter d'un outil, c'est aussi avoir tout l'appareil juridique qui nous permette de nous défendre. Il ne s'agit pas non plus de l'utiliser à tort et à travers. Il s'agit de mettre en place des mesures proportionnées, des mesures ciblées, mais on ne peut pas sans cesse, et je pense que toutes nos interventions l'ont bien démontré, continuer à être complètement démunis. Il nous faut des outils juridiques qui permettent justement de négocier à armes égales. Parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, il y a des choses positives, mais ce n'est pas suffisant. Et effectivement, la section 301 qui a été développée tout à l'heure par Anna, l'Union européenne, face à ça, elle reste quand même peu efficace. Donc l'objectif des mesures provisoires, c'est vraiment de se doter d'un outil de dissuasion et vraiment l'utiliser à bon escient et avoir un levier de négociation face à des partenaires qui, à la base, ont mis en place des mesures unilatérales et illégales. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est le partenaire qui a, entre guillemets, le premier dégainé. C'est difficile de ne pas sortir son arme quand les autres la braquent sur nous, effectivement. Anthony Gardner, peut-être que vous voulez réagir sur la question de l'OMC. J'en profite pour vous poser une question qui vous est adressée et qui est en lien. Voici la question. Un accord bilatéral sur le commerce de marchandises entre la Chine et les États-Unis, qui peut être assimilé à du commerce organisé et qui fixe des cibles en matière de volume. Est-ce que vous voyez ce type d'accord comme une nouvelle approche américaine qui pourrait se généraliser au-delà des prochaines élections?
Ou est-ce que vous pensez, encore une fois, que l'avenir est totalement binaire en fonction du résultat de la prochaine élection présidentielle? Oui, c'est une très bonne question. Ces tentatives de Trump d'organiser une bêtise, parce qu'au même moment qu'on dit à la Chine qu'il peut devenir plus comme une économie du marché, on leur impose un traité où on leur dit qu'il faut organiser des achats énormes, plusieurs milliards de dollars, de coins et d'autres produits. Alors, les deux choses vont dans le contresens. Il faut plutôt continuer dans la ligne qui est menée par des élus sans précédent, d'ouvrir le marché chinois, véritablement devenir plutôt ouvert. On voit qu'il y a eu certains mouvements dans ce sens. Le marché financier, je crois qu'il y a plusieurs entreprises américaines qui maintenant peuvent agir dans le secteur, par exemple, crédit, etc. Mais alors, c'est plutôt d'ouvrir le marché avec l'Union européenne. C'est, à mon avis, trop naïf de penser qu'on peut ensemble dans ce sens. Ce que Rita a dit, de l'exploiter le levier de pouvoir. Le pouvoir, c'est le marché intérieur de l'Union européenne, des États-Unis, c'est les marchés publics à réciprocité, dire aux Chinois, si vous voulez avoir accès à ces marchés, il faut bouger. Et donc, voilà, c'est faisable dans une certaine mesure. D'accord, merci beaucoup. L'heure tourne, comme on a commencé en retard, on va s'autoriser peut-être à terminer aussi avec quelques minutes de retard. Hubert Védring, tout à l'heure, vous avez dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous d'accord. Alors, j'avais envie de vous demander, peut-être que ça s'adresse notamment à Marie-Pierre Vedrenne, mais aussi à qui le souhaitera. Cette évolution des mentalités, comment elle se répartit sur le continent? Moi, quand je suis arrivé à Bruxelles, dès que j'abordais des questions de ce type, on m'expliquait que le nord de l'Europe était très bloqué, que les Suédois étaient terribles, que les Pays-Bas, etc. Et puis, on a évoqué tout à l'heure le fait que l'accord Mercosur a été bloqué par le Parlement néerlandais. Donc, je voudrais savoir si vous avez le sentiment les uns les autres que cette évolution doctrinale, en gros, ce qu'on est en train d'évoquer là, ce sont des idées qui sont assez acceptées en France et depuis longtemps. Est-ce que des idées que je qualifie de françaises, même si c'est évidemment beaucoup trop simpliste, sont en train de se répandre sur le continent? Comment ça évolue dans les autres pays? Et sous question, est-ce qu'il y a un lien avec le Brexit? C'est-à-dire, est-ce que le départ du Royaume-Uni nous libère, entre guillemets, au plan intellectuel, au plan doctrinal sur ces questions-là? Alors, peut-être pour répondre à votre question sur à l'intérieur du Parlement européen, il y a encore effectivement des divergences de vision. Vous évoquiez la Suède. Ma coordinatrice, en plus, dans mon groupe est suédoise. Alors, sur certains sujets, nous nous entendons très bien et nous avons les mêmes lignes. Sur d'autres, nous pouvons avoir effectivement des points de divergence. Et sur enforcement, je sais par exemple, elle ne partagera pas ma vision dans son entièreté. Mais on vous l'avait souligné aussi, la joie de l'Union européenne, c'est cette capacité à nouer du compromis. Donc, on échange et on s'écoute pour faire en sorte que justement, par contre, le compromis soit le plus ambitieux possible. Donc, il y reste encore des divergences. Soyons très honnêtes, ça sera très compliqué. Mais quand on voit que les Pays-Bas évoluent, je pense que ça pousse aussi la Commission européenne à sortir justement de sa vision. Parce que vous avez raison de le rappeler, que souvent, la France était sur ces sujets très proactive. Et je me souviens pareil dans mon arrivée au Parlement européen où le Pays-Bas devait ratifier national le CETA et où il y avait des divisions. Et mes collègues qui venaient me voir en me disant « Toi qui as une longue expérience d'opposition en France, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il faut faire ?»
Ils étaient complètement désarçonnés. Les lignes bougent parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, les attentes de la société civile, que ce soit la société civile sur nos territoires, mais aussi de nos entreprises, poussent les États à évoluer. Donc, c'est possible. Et je vous rejoins aussi sur l'impact du Brexit. C'est évident, on a vu aussi avec le Brexit que justement les politiques européennes ne répondaient pas avec suffisamment d'efficacité aux attentes de la société. Parce qu'il ne faut pas, moi je pense qu'il ne faut pas se voiler la face en disant que le Brexit, c'est parce qu'ils étaient un pied dedans, un pied dehors et qu'il y a eu beaucoup de désinformation. Non, il y a aussi un échec de la part de l'Union européenne sur certains sujets. Et ce vote traduit aussi ce manque d'efficacité. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment cette volonté aussi de par la Commission européenne et chez certains États de ne pas avoir de nouveau Brexit. Michel Barnier joue ce rôle, je le disais tout à l'heure, un peu de catalyseur d'unité européenne, mais il faut que ça ne soit pas seulement sur le sujet de la négociation de Brexit, que tous les sujets. Donc, en tout cas, on s'y emploie au Parlement européen. Mais voilà, vos alliés sur un sujet ou sur un accord ne sont pas les mêmes le lendemain. Et l'enjeu, c'est justement de construire cette majorité pour que nos positions soient celles du Parlement européen. Merci. Hervé Brink, vous voulez réagir aussi sur cette question probablement? Oui, je vais dire un mot. Sur le Brexit, deux remarques qui sont différentes. D'abord, je pense que le vote Brexit était révélateur, je l'ai dit au début, du fait que les classes populaires d'abord, puis les classes moyennes en Occident avaient décroché par rapport à l'idée de la mondialisation et par rapport à l'idée d'Europe. Donc c'est un sous-produit d'une défaillance. Une fois, ce n'est pas les années 30, le populisme est un sous-produit. C'est un sous-produit de ça. Donc le Brexit, oui, est tout à fait révélateur, intéressant. Entre parenthèses, si la Grande-Bretagne s'en sort après le Brexit, et si elle arrive après une ou deux années de chaos à remonter de façon séduisante, ça c'est un gigantesque problème politique pour l'Union européenne. Bon, mais ça c'est un autre sujet. En revanche, sur le Brexit, je ne crois pas que la Grande-Bretagne était l'origine de la situation de l'Europe. Donc tous ceux qui se sont dit, notamment à Paris, en s'excitant, c'est formidable, c'était les méchants britanniques qui nous empêchaient d'aller vers l'Europe idéale à laquelle nous rêvions, espèce d'États-Unis d'Europe, cela, ils se plantent complètement. Si l'Europe n'a pas été plus loin, c'est parce que, en gros, les peuples européens ne veulent pas plus d'intégration. Et d'ailleurs, puisque vous parliez ils veulent bien que ça fonctionne mieux, ils voudraient que ça fonctionne mieux, y compris dans le domaine économique, domaine commercial. Je ne vois pas quel peuple européen pourrait être massivement contre les idées que nous avons mis en avant ce matin. Mais c'est les peuples européens qui avaient voté, comme on le sait, en 2005. Et au moment de Maastricht en France, le traité était passé avec 1 point d'écart. Et je rappelle qu'en 2005, le traité constitutionnel, entre guillemets, avait été rejeté plus par les Pays-Bas que par la France, à propos de l'évolution des Pays-Bas. Donc, je pense que la situation actuelle nous renvoie au problème bien connu entre Européens et que ça ne crée pas une sorte de situation miraculeuse parce qu'on serait débarrassé des Anglais. Donc, je pense qu'il faut vraiment, comme on commence à le faire là, identifier les blocages par rapport à ce que nous avons dit ce matin, qui est très convergent, sont de plusieurs natures en fait. Il y a toujours des pays européens qui dépendent tellement du commerce international dans leur économie, c'est fondé là-dessus, c'est une sorte d'identité historique. Ils ont toujours la trouille de mécontenter les Américains ou les Chinois ou je ne sais pas qui. Alors ça, c'est certains pays, certaines catégories. Il peut y avoir des arguments si justement ça se retourne contre eux. Il y a aussi une dimension idéologique, parce que l'ouverture absolue est devenue quelque chose, on en a parlé tous, je ne reviens pas là-dessus, c'était la présentation caricaturale de la moindre mesure intelligente de défense de nos intérêts sur la propriété intellectuelle ou n'importe quoi des marchés publics, présentée comme étant protectionniste. On l'a déjà dit, ce n'est pas forcément les mêmes gens. Donc, si on n'était pas dans un échange très intéressant, mais pas décideur, si on était les décideurs de comment on va surmonter les réticences en Europe par rapport à une politique commerciale, enfin, digne de ce nom, il faudrait avoir un tableau pays par pays, parti politique par parti politique, pas simplement au Parlement européen, même si c'est une politique européenne, il faudrait isoler les arguments pour les affaiblir, chacun d'entre eux, en fait. C'est faisable. S'il y a
y a une sorte de cerveau qui coordonne tout ça, c'est faisable. Il faut intégrer ce qui a été évoqué rapidement, le fait que les pays européens ne veulent plus d'accords commerciaux s'il n'y a pas une prise en compte sociale et écologique. Alors, dans le langage automatique, c'est associé, mais en fait, ce n'est pas associé, c'est deux choses différentes, tout à fait. Et comme l'impératif d'écologisation, le mot écologie, il est statique. Écologisation, c'est un programme. Comme l'impératif d'écologisation va s'imposer de plus en plus, on sera obligé de l'intégrer. Ça peut faire bouger aussi des pays qui étaient traditionnellement hostiles à tout encadrement, même très intelligent. Donc, il y a pas mal de choses à faire, mais c'est là-dessus qu'il faudrait se concentrer. Comment réduire les résistances à tout ce que nous disons, qui est très encourageant. Bien, je vois qu'on a très largement dépassé l'horaire. Est-ce que l'un de vous veut dire un dernier mot sur cette question avant de clore définitivement les débats? Non. Bon. Écoutez, il me reste à vous remercier tous les 5, à remercier aussi les auditeurs, à leur dire qu'ils peuvent poursuivre la discussion et continuer à nous envoyer des questions éventuellement. On sera ravis en tout cas d'échanger avec eux par toutes sortes de moyens, de canaux. Merci beaucoup à tous. Ceci termine notre conversation et au plaisir de se revoir pour une prochaine. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Merci beaucoup. Merci.